Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Clélia et bienvenue dans le podcast Mama Libré. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast pour parler de yoga, mais aussi de fertilité. Donc, et comme je te le disais en amont, juste avant qu'on commence l'interview, je te disais oui, alors fertilité, mais il y a aussi tout ce qui va avec la femme finalement. Le yoga, le corps, la connexion au corps avec la femme dans son cycle, la femme un peu dans toute sa vie de femme. Et bien sûr, la fertilité, ça a une grande place. J'aimerais beaucoup que tu te présentes à nos auditeurs aujourd'hui pour raconter un peu ton parcours et comment tu es venue, toi, au yoga, bien sûr, et puis quel lien tu as pu faire entre le yoga et puis la fertilité ou le yoga et la femme. Ok, alors déjà c'est dur de résumer un parcours, mais oui, en effet, j'ai 36 ans, je suis professeure de yoga depuis 3 ans maintenant, ça passe vite. J'ai pas toujours pratiqué du yoga, au contraire, moi j'ai une éducation assez stricte, donc faut suivre les règles et le yoga est complètement à l'opposé de mon éducation. C'est seulement en 2017 que j'ai commencé à le pratiquer parce que j'ai changé de boulot et que j'avais besoin d'autre chose. Euh, j'ai bossé en fait 10 ans en marketing digital et je changeais de boîte tous les 18 mois. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas du tout moi, perte de sens total, quelles sont mes valeurs, etc. Et du coup, en 2019, j'ai arrêté de bosser en me disant, il va falloir que autre chose, quelque chose qui m'anime pour contribuer un peu à ce monde. Et c'est à ce moment-là qu'en parallèle du coaching, savoir où j'allais me diriger professionnellement, que j'ai commencé à faire du yoga sur mon temps perso. Et comme j'étais au chômage, j'avais plein de temps à dédier, c'est génial. Du coup, je faisais à peu près du yoga 2 fois par jour, matin et soir, dans un studio. Et en fait, ça m'a complètement transportée et révélée, où je me suis rendu compte que c'était le seul endroit et le seul moment où je me sentais vraiment moi, alignée, sans jugement, sans contrainte sociétale, où il y avait que moi sur le tapis. Et du coup, je me suis dit, comme je cherchais en parallèle avec le coaching, dans quel métier me relancer, j'étais beaucoup portée sur le bien-être des gens, je pensais à devenir happiness officer en entreprise. Donc, j'étais un peu là-dedans. Je bossais pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, tout ça avec le yoga, ça a commencé à prendre sens. Et je me suis dit, OK, je vais me former. Je pars en Thaïlande. Je me forme pendant 2 mois là-bas. Et puis, on verra ce que j'en fais, si je deviens prof ou pas. Et en fait, je me suis pas tellement posé de questions. Je suis rentrée de ma formation et je me suis dit, j'adore vraiment ça. Je vais l'enseigner alors. Et en fait, 3 semaines après, il y a un studio qui avait un créneau de dispo pour moi. Donc, je me suis dit, c'est parti, go. Enfin, j'avais même pas posé de business plan, s'il y en a qui sont auto-entrepreneurs, normalement, on mûrit un peu plus le projet. Moi, je m'étais dit, voilà, c'est simple, je fais ma formation et puis je trouve des créneaux et puis je lance les cours, quoi. Et voilà. Mais voilà, du coup, début 2020 a donné mes premiers cours de yoga. Et en fait, c'est vraiment une réelle découverte et un chemin de vie pour moi qui me transporte au quotidien pour une reconnexion au corps, pour en fait se permettre de se révéler en tant que personne,
d'être plus à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ses émotions et de simplement plus être en pilotage automatique un peu dans une société où tout va trop vite et se dire bah ok moi comment je vis tous les jours, quelles sont mes émotions, je les traverse et ça passe beaucoup pour moi en tout cas et le yoga est un véritable outil pour se reconnecter à soi, à son corps et à son pouvoir de femme au sens large, je dirais, pour être en plus, en tant que femme, on est souvent surmenée, en petite surcharge mentale, à essayer de vouloir tout gérer dans une perfection un peu non-stop. Et je pense que le yoga est un super bel outil pour ça, pour essayer de vivre sa vie de femme, sa vie de femme dans son couple, sa vie de femme en tant que personne, sa vie de maman, toutes ces petites facettes qu'on a qui peuvent du coup toutes se compiler sur le tapis pour se dire ok maintenant je me révèle et je prends un peu mon plein pouvoir quoi. C'est marrant que tu parles de compilation sur le tapis. Moi qui pratique le yoga, souvent je me visualise faisant l'inverse. C'est-à-dire que quand j'arrive sur mon tapis, c'est un peu comme si j'enlevais toutes mes couches, justement. J'enlève ma cape d'entrepreneur, j'enlève ma cape de femme, de maman, d'amie, de tout, en fait, comme si je me retrouvais à nu et juste l'essence même de qui je suis sur ce tapis, dans mon simple appareil, tu vois. Voilà. Et Oui, là, alors, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vachement bizarre, ça. Et en même temps, je pense que ça passe par cette première intégration qu'on a tout c'est ça sûr. pour après les enlever sur le tapis. Complètement. Ouais, c'est chouette. Et en effet, comme tu dis, je trouve que c'est important la reconnexion, mais on va en parler dans cet épisode, à quel point ça nous permet de reconnecter à notre essence, de reconnecter à notre corps. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus, hein, c'est 10% des couples, en fait, quand même, qui rencontrent des problèmes de fertilité. Par exemple, dans la conception et tout. Et moi, je le vois pour accompagner beaucoup les femmes dans cette déconnexion, c'est-à-dire que nos différentes capes, nos différentes facettes au niveau du travail, au niveau de la femme d'eux, de la maman d'eux, parfois nous déconnectent complètement de notre corps. Et sauf que notre corps, il fait partie du voyage, en fait. Ouais, un long voyage, ouais. On voyage et on a besoin de lui durant ce voyage. Ouais, je pense qu'on n'en prend pas assez soin et pas assez conscience de ça, en fait. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que tu as pu observer dans tes pratiques personnelles, mais aussi aujourd'hui, bah voilà, t'enseignes le yoga, sur les bienfaits du yoga au niveau de, bah voilà, pour booster la fertilité, les bienfaits du yoga en fait au niveau global, bah je dirais, au niveau du corps de la femme et aussi de son cycle, de son féminin. Bah, je pense que les premiers bienfaits du yoga quand même, c'est de réduire le stress et l'anxiété. En fait, le fait de travailler sur la respiration et de travailler sur la reconnexion au corps. Après, il y a plein d'autres bienfaits sur le sommeil, sur la régulation émotionnelle, sur la santé du coup un peu cérébrale du corps. Et je pense que le lien direct entre la fertilité et le yoga, ça va être de baisser l'hormone du stress, quoi, le cortisol. Ça va être notre point clé. On va se dire, OK, comment je me sens moi dans ma vie, émotionnellement, corporellement parlant, si je vois que je suis tout le temps en surcharge, en stress, fatiguée, que je dors mal, que du coup, je mange mal, du coup, on est en plein dedans, quoi. C'est comment agir au quotidien pour diminuer son stress alors il a un lien direct sur l'équilibre hormonal, sur les cycles de la femme, et du coup, par cohérence, sur la fertilité. Enfin, Ouais, complètement. Bah, le stress, c'est le plus grand ennemi de la fertilité, hein. Je pense, tu mets le doigt dessus, on le voit beaucoup, parce que quand tu parlais du cortisol, le cortisol, il a un impact majeur sur la bonne sécrétion des hormones. Et il y a deux hormones notamment qui sont fabriquées au niveau de l'hypophyse, que sont la LH et la FSH, et qui sont très sensibles, qui sont comme on pourrait, si on devait donner une image, un peu comme immobilisées ou parfois, ouais, le cortisol vient immobiliser un peu ces hormones.
qui vont permettre après la LH et la FSH en circulant dans le sang, permettre aux ovaires de faire leur travail et du coup, que le cycle s'opère de façon optimale, qu'il y ait suffisamment d'œstrogène, suffisamment de progestérone. Enfin, voilà, un cycle classique et surtout l'œstrogène pour qu'il puisse y avoir ovulation. Une bonne ovulation, en fait. Et que tout reprenne son équilibre, quoi. Complètement. Et là, le yoga a vraiment un impact majeur. Du coup, en baissant le taux de cortisol au niveau de l'organisme, forcément, on a un impact, comme tu disais aussi, la fatigue, tout ça, et ça a un impact sur notre fertilité, en fait, parce que tout est interconnecté de toute manière entre le système hormonal et le système nerveux. Mais c'est vrai que le fait de calmer le corps par les postures et par les respirations, du coup, ça permet d'actionner le système parasympathique. Cette petite pédale, en fait, on en a deux. Il y en a une qui nous fait accélérer, le sympathique, qui fait qu'on est tout le temps en surcharge, qu'on va aller trop vite, faire tout le temps. Puis le parasympathique, qu'on met clairement de côté les 3/4 de notre temps. Et le fait de respirer en conscience et de ralentir actionne cette petite pédale de frein, on va dire, le système parasympathique, pour venir calmer le corps et un peu retrouver plus d'équilibre émotionnellement au niveau du cycle hormonal et tout le reste comme on a vu, quoi. Ouais, complètement. Toi, en quoi la respiration? Donc, dans le yoga, il y a vraiment ce côté, en effet, de la mise en mouvement et il y a aussi beaucoup la respiration. Donc, dans le flow, dans les postures de yoga, mais aussi, il y a une pratique à part entière du yoga qui s'appelle le pranayama. Donc, qui représente des techniques respiratoires. Et elle aussi, donc cette pratique de respiration, cette conscience mise sur la respiration, et là, on l'évoque dans le yoga, mais aujourd'hui, il y a plein de techniques psychocorporelles qui intègrent aussi ces respirations pour venir apaiser ce système nerveux, comme tu disais, là, se mettre en action le parasympathique, calmer le système nerveux sympathique qui aurait tendance un peu à s'accélérer pour revenir à cet état de calme et de sérénité. Ouais, c'est vrai on dit en yoga qu'il faut, alors déjà le pranayama, il y a 8 piliers en yoga. Les asanas, donc les postures qu'on fait en partie d'un, et le pranayama fait partie d'un autre pilier. Et on dit souvent, en tout cas dans la formation de respiration que j'ai faite, qu'il faut d'abord mettre le corps en mouvement, changer l'énergie, et une fois que le corps est plus calme, le fait d'avoir, apaisé, on peut faire des exercices de respiration. Après, c'est OK, si on peut faire l'un avec l'autre. Et du coup, les respirations, les pranayamas, comme tu dis, viennent clairement réguler consciemment la respiration. En fait, le prana, c'est l'énergie vitale. Et si on n'amène pas de conscience dessus, on a un souffle assez court et on est un peu en pilotage automatique. Et le corps respire, mais il y a très peu de choses qui se régénèrent au niveau des cellules et ça a beaucoup d'impact au niveau de tous nos organes ensuite dans le corps. Alors que si on prend conscience de respirer, à se dire, OK, là, j'inspire pleinement et là, j'expire pleinement, ça permet d'avoir une plus grande réserve d'énergie, en fait, qui, cette réserve d'énergie permet de tout faire fonctionner derrière dans le corps. Donc, du coup, il y a plein de techniques. On le voit, on le voit tout à fait, ça, que quand on respire moins bien, alors c'est paradoxal parce que quand on est stressé, on respire moins bien. De moins bien respirer, ça accélère le système sympathique. Donc on est un peu dans un cercle vicieux. Ouais, la boucle infernale, quoi. Ça s'améliore pas. Ouais, du coup, d'où l'intérêt de ralentir et de se poser. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bienfaits sur la méditation qui vient aussi en parallèle du yoga. Mais l'idée, c'est d'obtenir une attention concentrée pour travailler avec l'énergie qui contrôle le corps. Donc, avoir un meilleur contrôle de son souffle qui vient équilibrer tout ce qui travaille dans notre corps au quotidien, quoi. Et ça permet de soulager beaucoup de maladies en général, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, tout ce qui est hypotension, ça en soi, ça pourrait se régler par une meilleure respiration, le fait d'amener la conscience sur le souffle. Mais on le voit très bien en cours. Enfin, les gens ne savent pas respirer, en fait. Ils arrivent et puis même au début du cours, on démarre souvent par un temps d'ancrage pour respirer ensemble et un peu harmoniser toutes les énergies avant de démarrer le mouvement.
Alors, il y en a qui s'impatientent déjà de se dire quoi, attends, elle me demande quoi de respirer là. Mais On n'a pas que ça à je faire, respire non? déjà en fait. Ouais, c'est ça, on attaque là, faut peut-être commencer à bouger alors que après ils Ouais. prennent l'habitude évidemment. Et puis plus tu pratiques, plus tu as besoin de ce temps d'ancrage avant de démarrer le yoga. Et après pour clôturer ta pratique, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas inné à tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est une vraie démarche au début. C'est un rituel, j'ai envie de dire, à adopter, à s'approprier. Rapidement, on se rend compte, on connecte aux bienfaits et dans les sensations. Puis même, on devient accro en fait. Ouais, Ça serait ouais. l'inverse, c'est-à-dire pour avoir testé un jour comme ça par curiosité un cours de yoga dans une salle de sport. Donc en fait, c'est plutôt de la gymnastique que du yoga enfin voilà, pour moi, en mon sens. Et du coup, pas de ni d'ancrage, ni de séance de une petite méditation ou de relaxation, pas de shavasana, pas de shavasana. La posture la plus importante du yoga, l'intégration finale. L'intégration, ouais. Donc, et là, je m'étais dit, mais quoi? Mais il manque tout. Il manque l'entrée, il manque la mise en bouche, l'entrée, il Ouais. manquait le dessert, enfin voilà, il manque des ingrédients. Donc, on devient, notre corps sait aussi, à un moment où il y a un tel bienfait. En effet, au début, ça demande comme un petit effort, comme tu dis, notre mental, il se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas venu, on n'a pas payé 1 heure et quart de cours pour respirer alors qu'on le fait à longueur de journée. C'est ça. Justement, toi, tu dirais qu'il y a quelle pratique respiratoire et quelle posture tu recommanderais ou ça t'arrive de pratiquer pour favoriser la fertilité ou en cas de symptômes liés justement à notre cycle menstruel? Alors déjà, on déconseille tout ce qui est respiration active. Celle où on vient, par exemple, Kapalabhati, qui est une respiration du feu, où on vient pumper le ventre. Celle-là, elle est trop dynamique. Pendant notre cycle, clairement, quand on a nos règles sur la phase de menstruation, c'est pas la peine. Elle est déconseillée aux femmes enceintes parce elle donne, en fait, elle demande l'activité du corps. Donc, quand on est fatigué, ce serait un peu contre-productif. Elle peut booster dans certains cas, mais en tout cas, pas dans le cas du cycle féminin. Et du coup, il y en a deux auxquels je pense qui sont régulièrement pratiqués et qui conviennent quand même aux 3 quarts des gens. Enfin, tout le monde, c'est la respiration carrée. Donc, c'est le fait d'inspirer sur 4 temps, de faire une rétention à poumon plein sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps et de refaire une rétention à poumon vide, cette fois-ci sur 4 temps. Et après, on repart. Donc, on peut visualiser un petit carré dans son esprit, les yeux fermés, pour se guider. Après, on dit 4 temps, mais ça peut être 5, 5, 5 ou 6, 6, 6. L'idée, c'est d'avoir une respiration régulière sur les 4 étapes, on va dire. Celle-là, elle est parfaite pour ralentir, pour calmer le niveau de stress. Donc, du coup, on agit directement sur la cortisol dont on parlait tout à l'heure. Et celle qui est super chouette aussi, c'est la respiration Nadi Shodhana qui permet de rééquilibrer l'énergie dans le corps. On a une énergie lunaire à gauche de notre corps, une énergie solaire à droite. Et elle fonctionne pas pareil. En fait, l'énergie solaire, c'est lié au masculin, donc c'est l'activité, l'action. Le côté lunaire, c'est le féminin, donc beaucoup plus calme, qui amène à beaucoup plus d'introspection. C'est celle qu'on connecte plus facilement aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Et le fait de rétablir son énergie trouve plus de calme. C'est comme si on réajustait tout dans notre cerveau, en fait, pour éviter d'avoir trop plein, d'être trop calme et du coup de pas avoir d'avoir envie de rien faire et d'être en suractivité. Du coup, celle-là, pour l'apprendre, c'est un peu plus technique, mais elle est faisable. Si je vous l'explique, on va amener le pouce droit sur la narine droite, on va prendre une grande inspiration par la gauche, on va bloquer les 2 narines, on va expirer par la narine droite pour reprendre une inspiration à droite, bloquer les deux et on expire ensuite à gauche. Ça, c'est un cycle entier. Et en fait, on continue en alternant. On appelle la Nadi Shodhana en sanskrit, mais en soi, en français, c'est la respiration alternée, qui permet du coup de changer des 2 narines.
Et elle est aussi hyper calmante par ces énergies qui s'harmonisent dans le corps. Mm. Donc, c'est les J'adore deux ce auxquels- type de respiration, c'est hyper pratique. Alors la première fois, ça peut paraître un peu particulier, on est un peu concentré sur bloquer une narine, on inspire, on expire, mais je trouve que quand on nous l'a expliqué, qu'on l'a vu faire et qu'on l'a pratiqué, c'est hyper apaisant et on peut le faire à n'importe quel moment, même au bureau, de façon assez discrète, dans une situation où après avoir vécu quelque chose d'un peu stressant et tout. Bah finalement, ce que moi je trouve magique avec la respiration, c'est que c'est un outil qu'on emmène partout avec nous. Oui, on l'a toujours sur place. On a besoin de Ouais, ouais. rien. On On a n'a pas besoin de besoin de rien tapis d'autre. pour le coup. Ouais. Et ça devrait être en soi quelque chose qu'on devrait tous maîtriser sur le bout des doigts parce que avec la respiration, on peut tout faire. On peut Mm. se relaxer, on peut aussi se mettre plus en mouvement, amener du feu si besoin. Enfin, c'est quand même magique. Ouais. Pour le sommeil, pour tout, pour le matin, j'ai du mal à me mettre en mouvement, je suis fatiguée, j'ai une grosse journée. Bah allez, on va mettre plus de feu. Enfin, tout est possible et c'est vraiment génial pour ça. Et du coup, bah, dans la fertilité et dans le cycle féminin, de revenir à un équilibre bah, droite-gauche, donc yin-yang aussi, comme Mm. on dit en énergétique chinois, ça peut vraiment être apaisant. Ça, c'est pour la respiration. Et dans les postures, toi, tu dirais donc, on a bien compris qu'il y a des choses qu'on fait pas dans la respiration quand on a nos règles, mais aussi dans les postures. Il y a certaines postures qu'on ne va pas pratiquer en ayant nos règles. Ouais, tout à fait. Alors, on est plus sur du yoga dynamique en début de cycle. Donc, une fois qu'on a entre J5 et J14, on va dire, en des grandes lignes, parce qu'on sait qu'on n'est pas toutes à 28, et après, on va plutôt ralentir. L'énergie est un peu différente dans le corps. Donc, on ramène du yoga plus calme en période post-ovulation, on va dire. Donc, J15 à J28 pour donner des indicateurs. Et on va, sur la première phase, accentuer les mouvements du bassin un peu pour activer et favoriser la circulation sanguine dans cette zone. Donc, ça va être pas mal d'ouverture de hanches. Je vous dis après des petites postures, et après, dans la phase lutéale, donc en descente, c'est l'amplitude des mouvements qui est un peu plus réduite et on est davantage sur le relâchement des muscles lombaires. Tout ce qui est psoas, par exemple, pour essayer d'être beaucoup plus doux et de rentrer aussi en introspection parce que on a moins d'énergie à ce moment-là. Donc, clairement, faire un vinyasa qui est un yoga assez dynamique alors qu'on est sur une phase descendante en énergie et qu'on va avoir nos règles, c'est un peu contre-productif parce que on le fait, mais c'est pas trop. Peut-être plus faire du yin yoga, qui est un yoga beaucoup plus doux, plus introspectif, où on a le temps de respirer et où le corps demande de ralentir. Voilà, c'est à peu près ces choses-là. Donc, on peut partir sur du yoga dynamique quand on est sur la première phase du cycle et redescendre après en intensité sur la deuxième phase. Et après, je peux dire des noms de postures, mais si vous pratiquez pas, ça va être un peu plus abstrait. Bah, peut-être que tu peux donner, puis les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller plus loin peuvent aller se renseigner sur les postures. Ça peut être intéressant, ça Ouais, donne c'est des ce que je me pistes quand suis même. dit. Moi, il y en a que je sais que j'aime beaucoup pratiquer quand je sens que je suis dans la douleur et tout. C'est quand même assez rapide de venir s'apaiser. Ça donne des outils d'autonomie assez puissants. Oui, et puis il faut penser que, enfin, je préfère le préciser, mais il faut pas se dire, OK, j'ai pas une heure devant moi pour un cours, je suis chez moi, je suis avec les enfants. En fait, en un quart d'heure, on peut déjà changer la donne dans le corps, même 5 minutes. Si on fait que respirer pendant 5 minutes, c'est déjà énorme. C'est une prise de Ouais. conscience de fou et ça change la journée. Donc après, en fait, se dire, bah non, mais moi, j'ai pas une heure devant moi ou il faut que j'attende que les enfants soient couchés, bah, peut-être que déplier le tapis pour un quart d'heure, c'est OK et c'est déjà Ouais, bien super sûr. chouette pour le corps. Donc, on peut se dire qu'il y a le demi-pont qui a pratiqué dans une phase qui est valable pour les deux. On peut le faire aussi bien en dynamique en plus calme, en restant plus longtemps dans la posture avec plus de respiration. Il y a le Happy Baby que j'aime beaucoup, le bébé heureux où on attrape ses pieds et qui est vraiment Mmh. assez magique pour ouvrir le Ouais. bassin et un peu tout ralentir. Il y Ouais, a tout ce donc qui là, est on est tapis vraiment sur le dos. On ramène, on plie les jambes, les jambes. voilà. Ouais.
et on vient attraper ses pieds et on fait une bascule de droite à gauche. Il y a vraiment un massage au niveau des lombaires, une Ouais. ouverture. Enfin, cette Ouais, elle posture, est assez j'adore. cool. Il y a les papillons qui sont quand même une valeur sûre. Donc, les papillons, c'est d'avoir les plantes de pied ensemble, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Soit on peut la prendre assise et dans ce cas-là, on part en flexion avant. Donc, le front va aller en direction du sol. Soit on peut la prendre aussi allongée. Celle-là, elle est top pour les menstruations, par exemple, avec un bolster qui vient sous la colonne vertébrale. On garde du coup nos jambes en papillon et on vient déposer la colonne sur le bolster. Donc, le bolster, c'est un gros coussin. Sinon, on prend les coussins du canapé, ça peut aussi faire l'affaire. On vient rouler sous la colonne et on se dépose le dos sur le coussin. Du coup, on a une petite ouverture de cœur et l'ouverture de bassin qui est quand même active avec les genoux qui s'ouvrent vers le ciel, du coup, cette fois-ci. Celle-là, elle est top. On a le chavage qui est aussi hyper connu pour le dos, où on peut avoir mal dans le bas du dos. Donc, c'est à quatre pattes où on inspire pour aller dans un dos creux, où les os des fesses s'envoient vers le ciel, le dos se cambre et puis on ramène légèrement la tête vers l'avant. Et à l'expiration, le dos s'enroule, entre guillemets, le menton revient contre la poitrine et le dos s'arrondit. Et on est toujours à quatre pattes dans les deux postures et ça permet de faire une jolie ligne avec de ramener un peu plus de mobilité dans la colonne vertébrale. Mm. C'est assez chouette. On peut faire aussi dans cette posture, une fois à quatre pattes, des petits cercles avec le bassin, en fait, un mouvement assez intuitif qui permet de ramener la conscience sur le bassin. Euh, ouais, c'est pas mal. Il y a le balasana aussi, c'est la posture de l'enfant. Du coup, c'est à l'arrière du tapis, les genoux qui s'ouvrent un peu plus et puis on vient lâcher le buste sur le sol et le front se relâche sur le tapis. On peut amener les mains vers l'avant ou vers l'arrière. C'est pas pour rien que ça s'appelle la posture de l'enfant. C'est vraiment une posture de repli sur soi, d'introspection. Et celle-là, elle est valable tous les jours, hein. Matin, midi et soir, on peut la faire tout le temps. Ouais, C'est celle-là, elle est assez bien chouette. aussi, en effet, parce qu'il y a aussi, bah, si on vient le placer, donc on se met vraiment sur les genoux. D'abord, on s'assoit les fesses sur ses talons, et puis Oui, après, on vient passer en avant du tapis, avec les mains à l'avant du tapis. Et du coup, il y a cet étirement de toute la colonne vertébrale, et aussi, je trouve que le petit must quand on a son chéri ou quelqu'un qui est pas loin, c'est quelqu'un qui vient venir mettre un petit appui au niveau du bassin, là, des fesses, des lombaires et du dos. Ah, c'est magique. ouais, Cette ça posture est permet magique. de relâcher encore plus. Et je pense à une dernière aussi pour les règles, celle qui ont des douleurs, qui est assez pas mal en yin yoga. Alors, elle est utilisée en yoga dynamique, mais elle est bien en yin pour la tenir à peu près genre 5 minutes. Et pour le coup, elle est assez pratique. Il suffit de se mettre contre un mur, en fait, d'amener les jambes contre le mur et le Ah corps oui. reste au sol. Donc, on est à 90 degrés. C'est la posture de la cascade. Et celle-là, elle est parfaite. Elle favorise le sommeil, elle permet de ressourcer le corps. On peut Mm. connecter main gauche au cœur et main droite au ventre pour un peu plus de connexion au souffle. Et on peut faire ça aussi, par exemple, avant de dormir contre la tête de lit, fin Mm. vert, 20 minutes. Ouais, ouais. Et, c'est super. C'est quelque chose qu'on recommande d'ailleurs aux femmes quand elles sont enceintes pour favoriser le retour Les veineux. nœuds. Tout, c'est assez intéressant. Bah, là, avec les beaux jours qui arrivent, pour toutes celles qui ont cette sensibilité et tout au niveau du retour veineux, cette posture, elle est très, très précieuse, je trouve. Mhm. Ouais, en fait, elle est pas mal parce que, ouais, elle ressource si tu te sens fatigué. Elle est bien quand tu es enceinte. Quand tu as tes règles, elle apaise aussi. Du coup, c'est pareil. Tu peux la faire quand même à plusieurs moments dans son cycle. Et du coup, dans toutes ces postures dont tu nous parles, il y a quelque chose. Donc, elles viennent toutes rééquilibrer au niveau aussi donc de l'énergie au niveau du corps. Et dans cette énergie qui circule dans le corps, il y a des centres énergétiques dont on parle beaucoup au yoga, donc que sont les chakras, donc qui sont au nombre de 7. Et aussi, ils ont leur importance dans la, comment dire, dans la bonne circulation énergétique dans tout le corps. Ouais, en effet, vaste sujet, les chakras, mais d'ailleurs, je voulais préciser que c'est assez intéressant parce que quand on regarde le système hormonal avec toutes les glandes dans notre corps,
Eh bien, en fait, le trajet des chakras qui est aligné est à peu près similaire. Donc, en fait, tous les organes fonctionnent en complémentarité de cette énergie qui circule dans les chakras. Ils sont assez méconnus par les gens qui font pas de yoga, mais en effet, on en a 7. Du coup, je vais peut-être décrire les 7 pour que ce soit un peu plus parlant. Mais on a le chakra racine qui est situé au bas de la colonne vertébrale, au niveau de la base de la colonne et de l'anus. Et ce chakra-là, il est responsable de la stabilité dans le corps, de l'ancrage. C'est vraiment propre à notre existence. Le maître mot, c'est je suis. Et c'est notre socle pour se recentrer, pour aussi se connecter à la terre et de puiser notre énergie à la terre, en quelque sorte, pour se ressourcer et s'ancrer un peu plus. Donc, il y a beaucoup de postures. Évidemment, chaque posture stimule ses chakras. Il y a souvent une posture qui a été associée à 2, 3 chakras. En fait, il n'y a pas une posture par chakra. Une posture va harmoniser plusieurs Bien chakras. sûr. C'est ça qui est un peu subtil à comprendre, mais du coup, il y a celui-là, c'était le premier, qui d'ailleurs est avec la respiration carrée qu'on a vu tout à l'heure, qui vient beaucoup l'équilibrer, ce chakra racine. Le deuxième, c'est le chakra sacré qui est situé sous le nombril et au niveau des organes génitaux. Donc, il est lié à la création. Et je dis bien création au sens large, parce que c'est aussi création de ses projets, mais création, donc du coup, fertilité, maternité, Et oui, le et puis désir d'enfant. j'allais donner une précision parce que moi j'ai fait du yoga prénatal et il y a aussi il serait situé chez les femmes au niveau du col de l'utérus Ah précisément. ouais, même plus précisément, ouais. Tu vois, donc du coup hyper intéressant au niveau de la fertilité, au niveau de l'accouchement. Est-ce qu'on sait que ce chakra, on peut le mobiliser aussi par les postures, mais aussi par certains sons. Donc, Oui. puisque dans le yoga, on peut pratiquer aussi le chant de mantra. Et c'est hyper intéressant parce que dans le mantra, ben, il y a des sons, il y a des vocalises. La bouche, on sait que la bouche, c'est lié au col de l'utérus. Aujourd'hui, on l'a vraiment montré. Ces deux endroits qui fonctionnent qui fonctionnent ensemble. Donc, quand on ouvre, il y a une ouverture de la bouche, on favorise l'ouverture du col de l'utérus. Donc, Oui, c'est assez magique quand même parce que chaque son, en effet, est lié à un chakra. Donc, on peut ouvrir par le son chaque chakra. Donc, ça revient à ce très que tu dis. intéressant. Et du coup, il est lié à la sexualité, forcément, vu son endroit physique dans notre corps, le chakra sacré. Et on vient l'activer par toutes les ouvertures de hanches dont on a parlé tout à l'heure, sur les asanas en ouverture, qui permet de l'harmoniser. Et ensuite, on a le troisième qui est situé au niveau du sternum. Donc, sous nos côtes, à peu près, c'est le chakra Manipura chakra du plexus solaire en français. Manipura, c'est en sanskrit. Et lui, il est lié au feu, à l'élément feu, et il s'active au niveau pour faire des torsions. On fait beaucoup en yoga, des torsions, des abdos. En fait, c'est tout ce qui est centre du corps pour ramener l'énergie dans le corps. Il est vraiment au centre aussi de notre immunité. Le stimuler, c'est le renforcer, c'est la confiance, c'est le passage à l'action, toute cette zone. Et en fait, chaque chakra vient un peu en cohérence puisqu'on pose les bases avec le chakra racine. Ensuite, on peut créer grâce au deuxième chakra. On peut pas, j'allais dire s'actionner, mais partir à l'action, agir dans notre quotidien avec le troisième. Et les trois premiers forment une petite pyramide qui sont en lien vers la terre. Donc, du coup, tous les chakras interagissent entre eux, en fait. Il y en a un, faut penser comme comme chez un garagiste. On va chez un garagiste changer nos roues si elles fonctionnent pas. Les chakras, c'est pareil, ils sont tous à harmoniser. C'est des petites roues énergétiques. Il y en a un qui est bloqué, ça a des impacts sur l'autre. C'est un travail quotidien de venir mettre l'équilibre en fait et harmoniser chaque chakra. On peut pas se dire ok, aujourd'hui j'ai bien bossé, le chakra racine il est nickel, mais en fait les autres ça se trouve c'est Bagdad quoi. Il n'y a rien qui fonctionne quoi. Donc c'est vraiment cette petite ligne énergétique à imaginer en constante évolution avec nos émotions en plus par-dessus. C'est ce que j'allais dire, ce que quand tu as dit ça, j'étais là, oui. N'imaginez pas qu'une fois que vous l'avez fait, c'est tout nickel et c'est pour la vie. Non, non, non. Vous allez vivre un truc pas confortable, hop, une petite émotion dure ou un truc et hop, c'est le bazar de nouveau. Une petite thérapie où on vient mettre en lumière des choses difficiles et hop, il y a tout le travail à refaire. C'est magique. Ouais, c'est ça. C'est formidable.
On dit normalement en yoga qu'il faudrait chaque matin faire une méditation pour harmoniser en fait par les couleurs et par les sons, comme on a dit, avec chaque élément, parce que chaque chakra est lié à un élément. Le premier, c'est la D'ailleurs, terre, le deuxième, c'est l'eau, le troisième, c'est le feu. Bien, de réactionner, enfin, de visualiser du bas vers le haut pour créer l'énergie. Donc, c'est vraiment un travail quotidien. Bien pour ça que c'est l'intérêt aussi de pratiquer le yoga, c'est de sans cesse trouver l'harmonie dans ses chakras grâce aux postures. Et l'harmonie se crée au niveau physique, bien sûr, donc avec les impacts sur le système nerveux, sur le système hormonal, et aussi sur le corps émotionnel, on va dire en troisième temps, quoi. ouais, merci c'est vrai de le préciser parce que donc ces chakras, on peut les harmoniser par les postures, par du son, par de la respiration, mais il y a aussi les couleurs et les éléments qui viennent aussi avoir un impact sur leur bon fonctionnement. Donc c'est chouette que tu le reprécises ici. Par l'alimentation aussi. Aussi, Enfin, exact. c'est hyper varié par les huiles essentielles, par le Mm, mudra aussi. Les mudras, ce sont le yoga des mains bien où on sûr. connecte l'énergie et du coup, ça vient aussi harmoniser ces chakras. Enfin, c'est infini, on Ouais. peut les. C'est vrai qu'on peut même l'élargir avec les sons. Il y a certains instruments qui sont Oui, qu'on peut utiliser, les pierres aussi, les minéraux. Enfin, c'est oui, vraiment les assez minéraux, large. oui, carrément. Ouais. Donc, on parlait aussi je voulais qu'on parle un peu dans en parlant de yoga et fertilité, l'importance de l'état d'esprit et puis la considération du transgénérationnel dans la fertilité. Alors, ça peut avoir aussi un lien avec le yoga parce que, comme je te le disais, bah, parfois, en se remettant en mouvement, en reconnectant à son corps, pour certaines femmes, ça peut être un moment délicat et un moment délicat puisque quand se reconnecter à son corps, c'est se reconnecter aussi à sa mémoire, parce que notre corps a vraiment une mémoire, la mémoire de notre vécu personnel, mais du vécu aussi de nos ancêtres, de notre lignée que l'on porte. Alors, il y a du positif et il y a aussi du négatif. Et dans le négatif, il suffit qu'il y ait eu, soit dans ma lignée ou soit dans mon histoire de vie, des notions d'abus, ou des choses assez violentes dans mon corps physique, où être une femme, c'était pas forcément la bienvenue. Est-ce que j'ai été désirée en tant que femme, enfin, en tant qu'enfant, fille, j'entends, c'est pas toujours, c'est pas toujours pris en considération. Et pour autant, ça a un vrai impact après dans notre parcours, aussi bien dans notre rapport à notre féminité, à notre cycle, mais aussi le jour où on est en désir d'enfant, dans notre fertilité, ça peut avoir un impact majeur. Donc, n'hésitez pas, voilà, là, il y a plein d'autres outils qui peuvent être mis à votre service, qui peuvent être utilisés en plus du yoga, mais le yoga aussi peut être une porte d'entrée pour guérir de toutes ces blessures, pour accompagner la libération physique et émotionnelle de ces traumatismes. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un bel outil, le yoga, pour ça, parmi plein d'autres choses aussi. Mhm. Mais oui, l'importance du discours intérieur, je pense qu'on oublie beaucoup l'amour de soi et on nous a pas tellement appris à se l'apporter. Finalement, on l'attend beaucoup en retour des autres, mais je pense qu'il passe d'abord par soi et le yoga nous l'apprend très bien. Et c'est se sentir confiant, de faire confiance à son corps, de faire confiance à ce qu'on vit actuellement et aussi par les thérapies alternatives, peut-être un peu plus psychologiques et mentales, d'accepter son passé pour pouvoir renaître après s'en détacher. Ça passe par la mémoire cellulaire, comme tu le dis, et ouais, le contrôle des pensées qui peut être aussi faire du yoga, c'est aussi stopper les fluctuations du mental et c'est aussi le négatif, bien sûr, parce qu'on n'est pas tout le temps joyeux avec des énergies positives. C'est OK d'avoir des énergies négatives et c'est aussi les traverser, les accepter pour ça. Et le yoga aide là-dessus, en fait, sur le contrôle des pensées négatives. Par exemple, par la méditation, par les chants de mantras, comme vous disais tout à l'heure. Ils peuvent vraiment aller là-dedans pour s'offrir un discours intérieur beaucoup plus positif et qui vient en fait dans sa globalité changer le reste, quoi.
Ouais, bah ça, dans ce que tu dis aussi, il y a vraiment la notion, je trouve, qui est hyper importante de confiance. Parce que moi, je le vois pour accompagner pas mal de femmes aussi dans le parcours de la conception, parfois des parcours PMA et tout. Il y a ce manque de confiance, cette perte de confiance et de retrouver la confiance en son corps. Il est capable par le yoga. Il y a vraiment cette notion dans les postures, il y a jamais d'échec, en fait. Parce que dans une posture, on va vers une posture, mais on n'en a rien à faire de la réussir ou pas. Il n'y a même pas de notion de la posture et réussite ou pas. C'est je vais dans cette direction, j'amène mon corps dans cette direction. Et plus je pratique et plus je me rends compte que mon corps, il vient s'assouplir. Il y a des endroits où j'ai plus d'espace, où c'est plus facile d'accéder. Et en fait, on prend petit à petit conscience de à quel point notre corps est puissant et magique. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on soupçonne pas en fait ça. Ce qu'on disait un peu au début, mais en fait, tu as raison, il n'y a aucune performance dans le yoga. Faut venir un peu comme vous êtes, c'est pas chez McDo, mais en soi, faut venir avec son Bien sûr. corps. Faut faire avec aussi parce que on n'a pas tous la même ouverture de hanche par rapport à son histoire. Le corps se façonne. On peut pas comparer aux autres parce qu'en fait, on sait pas si la personne à côté, on sait pas ce qu'elle a vécu, on sait pas si ça fait 10 ans qu'elle fait du yoga ou si c'est son deuxième cours. Donc en fait, il faut vraiment rester centré sur soi et se dire, OK, là, je fais la posture. Aujourd'hui, elle n'est pas tellement bien réussie parce que peut-être que j'ai mal dormi, que je me sens énervée, frustrée par des choses qui ont animé ma journée. Mais peut-être que demain, je referai la posture et c'est en ça que le yoga est un cheminement absolument de toute une vie et permanent parce que chaque posture t'amène à vivre des choses chaque jour et tu peux faire la même posture chaque jour, elle sera jamais pareille en fait par rapport à tout ce que tu vis, par rapport à cet équilibre. Donc c'est hyper riche et c'est assez infini en fait. Et je pense que comme tu dis, plus tu répètes, plus tu prends confiance en ton corps et plus tu dis, mais en fait, il est magique, il sait tout faire, il retient au fur et à mesure et tu gagnes en ancrage, en solidité, en force intérieure et tout ça se déploie autour de toi, quoi. Ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, et après, ça peut revenir par, tu le disais à juste titre, la reconnexion à son corps, à soi, par des petits exercices. C'est vraiment comme si, c'est comme ça que je le vois en tout cas, comme si avec le yoga, on venait de nouveau se prendre par la main et on se lâchait plus, quoi. Et parfois, ça va être, bah oui. En effet, tiens, j'ai moins de temps en ce moment de faire une vraie pratique, comme j'adore les faire, 1 heure et demie, 2 heures de yoga et j'ai moins le temps. Par contre, j'ai cette conscience et peut-être que je vais me faire un peu de respiration, un peu de médite, une posture par-ci, par-là. Et en fait, c'est comme si je garde ce lien quand même avec mon corps. Et tu vois, quand tu parlais de ton expérience, bah, moi, ce que j'ai vécu, c'est un moment, parce que dans mon parcours de vie, il y a eu une vraie déconnexion au corps physique à cause de douleurs physiques importantes, parce que j'ai eu des gros soucis de dos, j'ai porté un corset et tout. Donc, à un moment, c'était tellement douloureux que finalement, ce corps, j'arrivais plus, en fait. Et le yoga m'a permis de retrouver le lien, de retrouver ce fil conducteur et de dire, OK, il y a plus juste mon esprit et mon corps d'un côté. Non, les deux sont ensemble et du coup maintenant on vit ensemble quoi tout le temps dans cette pratique, dans cette connexion et je sais que chaque symptôme, chaque chose que je ressens, même quand c'est inconfortable, c'est un message. Tout à fait. Je pense que oui, c'est ça, c'est un message en fait. Il nous dit quelque chose et il faut savoir l'écouter pour réajuster en fait. C'est tout le temps. Complètement. C'est des Et jolis indices en fait, même les maladies ou les grosses choses qui peuvent nous arriver au niveau de la santé. En fait, tout ça, si ça arrive, il n'y a jamais de hasard. En fait, c'est pour révéler d'autres choses qui n'ont pas été écoutées avant. Et en fait, si ça se déclare, c'est qu'on n'a pas écouté avant, quoi. C'était un peu. exactement. Et je trouve que en ça, le yoga, c'est précieux parce que quand on est sur son tapis, on vient faire ce petit scan. Qui prend le temps de faire ça finalement sinon dans nos vies, parfois on est tellement à 100 à l'heure que là, hop, tu prends un moment et là, d'un coup, tu es connecté sur toi. Ah, ok, tiens,
c'est quoi la sensation? Là, je suis dans cette posture. C'est où que c'est douloureux? C'est où que ça bloque? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me fait ressentir comme émotion? C'est hyper puissant. Donc, on ne peut pas, c'est une évidence presque de dire, bah oui, le yoga avec la fertilité, bien sûr, parce que yoga et corps. Oui, Yoga c'est l'union. et, Enfin, oui, c'est oui. l'union du corps et de l'esprit. Donc, de toute Donc, manière, c'est l'objectif du yoga. et quand on vient pour concevoir un enfant, ben, c'est aussi ça qui se passe. Donc, ça On est en passe. plein dedans, ouais. C'est que, ouais. Parce que le corps va changer. Donc, si on ne le connaît pas, bah, on va se sentir enfin, hyper dépourvu face à cette situation. Alors que si on maîtrise, qu'on sait comment il fonctionne et qu'on apprend tous les jours, parce que rien n'est jamais acquis, ben, ça amène plus de confort et plus de confiance, du coup. Complètement. Et ça peut donc d'où l'intérêt. On parle de plus en plus de rituels, de petits rituels du féminin sacré justement. Je voulais que tu nous en dises un petit mot de ce féminin sacré dont on entend de plus en plus parler et auquel on peut s'intéresser dans ces moments quand on aborde la fertilité, quand on rentre dans notre cycle. De plus en plus jeune finalement ben voilà, dans le féminin sacré, c'est quoi une femme sacrée, c'est à quel moment justement on rentre dans ce sujet. Ouais, c'est génial le féminin sacré. J'adore ce sujet, moi. Je pense par exemple aussi où on peut, par rapport à pour avoir plus de connexion au corps, c'est aussi de noter ses ressentis, par exemple, par rapport à nos cycles, Bien nos sûr. émotions qui nous ont traversées, l'alimentation qu'on a eue à ce moment-là, d'avoir tout ce petit reporting pour s'aider à chaque mois et voir s'il y a des récurrences et voir ce qui colle pas. Et dans le féminin sacré, en fait, c'est un joli mot. Enfin, j'adore moi ce mot. Il est tellement vaste en plus. Mais il faut se dire que si on se dit ouais, ok, c'est cool, mais elles nous rabâchent tout leur truc et puis le féminin sacré, et c'est pas ce que c'est. En fait, c'est de se reconnecter à son corps, en fait, à son âme, Mhm. à sa vérité intérieure pour retrouver sa véritable nature et un peu prendre conscience de son potentiel. Alors, ça fait peut-être beaucoup de mots d'un coup, mais en soi, c'est ça. C'est son pouvoir de femme et c'est la puissance de son corps. Peut-être que je le résumerai que là-dessus. Et comment on fait Complètement. la- comment on fait pour s'y reconnecter? L'idée, c'est des rituels. Donc, c'est d'apprendre à écouter son intuition au quotidien, par exemple, ses ressentis, sa petite voix intérieure qu'on écoute rarement. Bah, ça, c'est là, en fait. C'est là tous les jours avec nous et on ne fait pas forcément conscience. Donc, c'est ramener la conscience dessus. C'est retrouver sa nature cyclique. Donc, c'est accueil des saisons, qui passe beaucoup, bah, du coup, le yoga est beaucoup calé sur les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes sur chaque saison, avec des petites postures à favoriser à chaque saison. Sa nature cyclique, bah, c'est voir ces 4 phases, ces 2 grandes phases, en tout cas, dans le cycle menstruel, comme on parlait tout à l'heure. C'est aussi accepter, pour moi, sa part d'ombre et de lumière. C'est OK, je suis comme ça et c'est OK, je m'accepte tel que je suis et je m'accueille dans mes parts d'ombre et de lumière. Donc, c'est revenir à son discours intérieur pour s'accepter et traverser tout ça. Et c'est aussi beaucoup honorer, j'aime bien ce mot, c'est honorer et accepter son corps par rapport à ce qu'on a vécu. C'est un peu lui faire la fête parce qu'on est toujours en guerre contre lui sur ce qu'on mange, sur ce qu'il devrait être, mais on est beaucoup trop dur avec lui. Enfin, en fait, sans le corps, on n'est rien, sans la santé, on ne peut plus rien vivre. Et du coup, c'est l'honorer chaque jour et être à l'écoute de ses émotions pour s'y connecter, comme on disait tout à l'heure, selon ses phases, et s'affirmer un peu librement et prendre sa place. C'est tout ça le féminin sacré. C'est Mhm. vraiment prendre son plein pouvoir et s'accorder du temps. Donc, par exemple, ça peut être en fait beaucoup de parties créatives. Ça peut être de l'écriture intuitive, par exemple, en termes de rituel, écrire une lettre à son corps, lui dire, par exemple, pourquoi on a été fâché, pourquoi on était en colère avec lui, comment on se sent avec lui, son rapport avec lui. Et pas forcément la brûler ni rien, juste l'écrire et décharger sur ce niveau-là. Ça peut être aussi une idée de rituel, bah, c'est allumer une petite bougie, c'est mettre des jolies petites lumières, une petite musique qui est sympa, qui nous relaxe, c'est danser intuitivement. On parle beaucoup de danse intuitive dans le féminin sacré. Donc, ça passe par cette reconnexion au corps, se dire, OK, je bouge et pas
je bouge pour faire la fête, quoi. C'est je bouge en pleine conscience et quelle partie de mon corps agissent à ce moment-là. Et on peut se dire ce qu'on aime, qu'on l'accepte à partir d'aujourd'hui, qu'on accepte qui on est. C'est ça pour moi, c'est le féminin sacré, ces choses-là. Ouais, c'est marrant. Il y a plein de portes en fait d'entrée dans le féminin sacré. Moi, une des portes vers laquelle j'accompagne beaucoup, que tu as nommé, c'est dans la connexion à son cycle ou à ses lunes. On nomme ça souvent comme ça dans le féminin sacré, puisque j'accompagne avec un outil qui s'appelle la symptothermie moderne et où on parle justement de connexion, d'observation. On note ses ressentis. En fait, c'est un moyen aussi de reconnecter à son corps. OK, je suis à quel endroit de mon cycle? Je m'observe, je suis en capacité de voir à quel moment je suis fertile, à quel moment je ne le suis pas. Et puis, c'est assez magique, je trouve. On le dit pas assez aux femmes que quand on commence à s'observer, quand on commence à noter, à prendre une feuille et tous les mois à noter dans une sorte on appelle ça des cyclogrammes en fait, ça fait un tableau dans lequel on note sa température qu'on prend en buccal et puis ses sensations et puis voilà les jours de ses règles. Ça nous donne une richesse d'informations qui est infinie déjà, c'est la première chose. Et déjà, même quand il y a des problèmes de fertilité, on voit tout de suite, tiens, là, dans cette période-là, est-ce que le cycle il est assez long pour concevoir? Est-ce qu'il y a de la progestérone? Est-ce qu'il y a ovulation? Tout ça est possible d'être observé. Et ça, c'est ça qui est chouette, c'est de donner cet outil aux femmes. Et la deuxième chose, c'est que quand les femmes commencent à s'observer, il y a une magie qui s'opère, c'est que leur cycle s'auto-régule. Et ça, faut le voir pour le croire parce que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'une femme qui arrive avec des cycles très perturbés, parfois des ovulations qui sont difficiles à percevoir, des cycles, on entend par cycle le premier jour des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. Je précise parce que c'est pas juste nos règles, les cycles. Et ben là, on observe qu'il y a une régulation. Le cycle s'allonge. Enfin, c'est incroyable. Une fois que les femmes se reconnectent à leur corps, le pouvoir qu'elles ont, juste par l'intention de « OK, je vais t'observer, je vais t'écouter ». Et là, il y a une harmonisation, une autorégulation qui s'opère. Et je trouve que le yoga aussi, il permet ça. C'est une autre porte, même si tout est connecté et ça serait magique qu'on soit tout initié et autonome dans l'ensemble de ces pratiques. Eh ben, vraiment, quand on vient dans cette harmonie globale, eh ben, en fait, on est autonome. Pourquoi on est autonome? Parce qu'une femme qui va dire, bah, tiens, dans cette posture, j'ai des douleurs ici, et moi, dans mes règles, tiens, mes règles, elles durent 5-6 jours, ou c'est douloureux. Eh ben, par exemple, pour moi qui suis naturo, c'est hyper précieux parce que je sais que c'est pas physiologique d'avoir des douleurs. Donc, je vais pouvoir dire, conseiller des plantes, conseiller une alimentation adaptée, leur donner les outils pour être autonome et leur donner de nouveau les informations pour décrypter et décoder le corps. Et je trouve qu'en yoga, il y a ça aussi. C'est comme si c'est une première lecture de décodage un peu du corps, comme si on passait dans un scan. OK, ah ouais, ici je ressens ça, là c'est ça, ici c'est bloqué là. C'est passionnant. Donc forcément, c'est lié à notre féminin. Tout à fait. C'est tellement riche et comme tu dis, c'est le mot magique est là en fait. Du moment où on ramène de la conscience, bah, en fait, tout se met en ordre, entre guillemets. C'est ça. Si jamais il y a un ordre, mais tout est plus aligné, plus cohérent. Bah, déjà, l'ordre, c'est la non-douleur et une vie libre de symptômes désagréables. Oui, Déjà, c'est clair. c'est ça. Donc, et il y a vraiment cet ordre, cette harmonie qui peut se vivre de nouveau. Tout à fait. Et là, la magie opère. C'est exactement ça. J'adore cette phrase en plus. Merci Clélia, en tout cas. Merci Donc, à toi. peut-être que tu peux préciser, alors pour celles et ceux qui nous écoutent, toi, tu es professeur de yoga sur Annecy, à côté de… Ouais, c'est ça. Je suis sur la région d'Annecy, entre Genève et Annecy, on va dire. Et je fais des cours de Vinyasa et de Yin Yoga aussi. C'est ceux qui ont un mental agité, le Yin, c'est parfait. Et puis, pour booster son énergie, le Vinyasa est bien aussi.
Mhm. Complètement. On peut te retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Ouais, Donc, sur Yoga with Clélia, sur Instagram et puis sur Facebook aussi, et puis sur un site Yoga with Clélia avec les lieux dans lesquels j'enseigne. Si jamais vous voulez me rejoindre sur le tapis, avec grand super. plaisir. Je te remercie en tout cas pour ce moment de partage et toutes ces informations que tu as bien voulu partager avec nous. Et je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Merci à toi, à bientôt.